Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Zinzine, Aix 88.1. Vademecum, aujourd'hui une émission spéciale qui va porter sur l'eau et la sécurité alimentaire, avec comme invité sur le plateau aujourd'hui Julien Schloubart. Donc, Julien, toi, tu es expert pour le compte d'institutions internationales comme la Commission européenne, la coopération allemande ou la Banque mondiale. Je sais que c'est toi qui m'as dit que tu n'avais jamais rédigé de CV. J'ai entrepris de rédiger mon CV assez tard, vu que je me laissais beaucoup porter par les opportunités. Et ce que je trouve très drôle, c'est que quand je lis tout ce que tu as fait, en fait, ça nous ferait peut-être un petit folio pocket, c'est ça l'histoire. Alors, je vais te laisser te présenter sur les quelques projets que tu as accompagnés et dont tu as envie de parler. J'ai entrepris ma carrière professionnelle avec comme moteur le besoin de comprendre un peu mieux le monde dans lequel nous vivons et de le découvrir par moi-même, c'est-à-dire de ne pas être tributaire de ce que l'on peut me raconter. Et j'avais le besoin de voyager et d'aller voir, un peu visiter différents coins du monde. J'avais un prisme scientifique aussi, donc j'avais besoin et je m'intéressais en particulier à l'agronomie et à l'environnement. Donc j'ai commencé à voyager, à travailler sur des projets de coopération. Et je suis passé par l'aide humanitaire, le développement, vu que j'ai travaillé sur des terrains un peu instables, comme en Afghanistan notamment, dans le Caucase, et plus tard en 2011 en Libye pendant le conflit, où j'ai supervisé un peu l'aide humanitaire de la Commission européenne. Voilà. Et depuis, j'avais très tôt travaillé sur des questions liées au changement climatique. J'avais fait mon service civil au sein de l'ADEME, qui s'appelle maintenant l'Agence de la transition écologique, mais qui à l'époque s'appelait même pas l'ADEME, ça s'appelait, lorsque j'ai commencé à travailler, que l'AFME, l'Agence française de maîtrise de l'énergie. Lorsque j'étais là-bas, est devenu l'ADEME en incorporant deux autres agences. Et j'ai accompagné dans le département scientifique les questions liées au changement climatique et aux bioindicateurs de pollution. Donc ça m'a intéressé. Je suis revenu sur ces sujets de manière beaucoup plus posée à partir de 2012, où j'ai entrepris d'analyser des données climatiques et agronomiques sur le Tchad. Depuis, j'ai entrepris de faire des publications, dont une publication scientifique plus aboutie qui traitait de l'effet du changement climatique sur les grandes cultures dans l'ouest de l'Ouzbékistan. C'est un peu spécialisé, mais ça me permettait d'ouvrir la porte sur un prisme, une approche qui n'avait peut-être pas été entreprise sur cette thématique-là. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette approche, justement, pour qu'elle n'ait pas été évoquée auparavant? C'est sur quel axe? Et ensuite, on avait parlé donc du changement climatique. La question, ça serait en quoi, selon toi, il est sans précédent actuellement? Alors le prisme en particulier, c'était que nous avons un certain nombre de doctrines dans le domaine agronomique et que, historiquement, le principal problème que nous avions dans l'agronomie de nos milieux tempérés, c'était les basses températures. Donc nous avons développé techniques d'analyse assez simples qui s'appellent les jours degrés, dans lesquels on évalue l'écart entre la température mesurée et la température minimale qui permet le développement des plantes, ce qui varie d'une plante à l'autre. Et donc on estime plus la température est élevée au cours de la journée, plus la productivité de la plante va être importante. Mais il n'y avait pas dans la méthodologie des jours degrés de limite supérieure qui était fixée. Et ce qui était une bonne approximation tant que les températures restaient relativement modérées, donc pour l'essentiel du XXe siècle. Ce que j'estimais, c'est que, quand on sort aussi du périmètre européen, mais ça va rattraper l'Europe de plus en plus, on se retrouve avec un facteur limitant fort dans des phases, y compris au printemps ou à l'automne, dans des phases de croissance des productions agricoles qui viennent donc
limiter la production, et il faut que cela puisse être pris en compte. Un aspect sur lequel j'ai travaillé, et donc j'ai établi les équations et j'ai expliqué comment les cultures pourraient être impactées, y compris en termes de projection sur les modèles climatiques au cours du XXIe siècle, dans le contexte spécifique climatique et des séries climatiques de l'Ouzbékistan. Et j'ai aussi mis l'accent, mais ça c'est aussi connu, il y a sur les limites physiologiques des plantes dans des moments critiques de développement, notamment au moment de la floraison ou du passage de la fleur à la graine. Ma perception à ce moment-là, c'était qu'il y a un certain nombre de publications scientifiques très spécialisées, notamment en laboratoire ou en plein champ, sur les limites physiologiques des plantes, mais que la passerelle n'était pas systématiquement faite en termes d'analyse sur les grandes cultures. Alors il y a depuis quand même de plus en plus de publications qui prennent un peu cette voie-là, mais il y a une certaine tendance à sous-estimer quand même encore ce paramètre-là, ce qui était l'un des éléments que j'ai reproché au dernier rapport du GIEC, notamment, que j'estimais que ce paramètre n'est pas suffisamment pris en compte. Peut-être parce qu'il y a un prisme d'intérêt de la part de l'agro-industrie qui veut garder la maîtrise du sujet comme aussi porteur de solutions, et que finalement cela bride aussi un peu la réflexion sur le sujet. Oui, tout à fait. Les intérêts ne vont pas toujours dans le sens de la solution. Ça, on va y revenir et je crois que tu as de quoi l'argumenter. Donc, changement climatique et insécurité ou sécurité alimentaire. Donc, dans nos discussions, tu disais que c'était sans précédent. En quoi c'est sans précédent selon toi ? Du coup, pourquoi ça va être difficile, cette sécurité alimentaire au XXIe siècle ? Bon, ce que l'on peut voir dans les séries climatiques et les productions agricoles, c'est qu'il y a un impact et une réduction relative de la productivité agricole qui, pour l'instant, a encore été compensée par des gains de productivité très importants qui peuvent être trompeurs. Donc, il y a eu des gains de productivité considérables, notamment sur les céréales, mais sur les cultures en général, parfois, et dans un certain nombre de cas, au détriment de la qualité des produits, ce qui est malgré tout un problème, mais qui ont permis de faire face à la demande mondiale, qui est en forte augmentation du fait que la population augmente fortement, que des populations qui n'avaient pas accès à une alimentation complète, suffisante, ont un peu plus d'accès, on va dire, ou certaines populations augmentent leurs exigences, accèdent à un niveau de vie un peu plus important, et que tout cela accentue fortement la demande alimentaire. Mais les gains ainsi obtenus ont permis de faire face. Donc, cela peut donner l'impression que nous sommes dans une voie de progrès et d'augmentation continuelle de la production alimentaire mondiale. C'est trompeur d'un point de vue qualitatif, mais aussi ça a des limites, et compte tenu des températures critiques que nous atteignons progressivement et qui vont continuer à augmenter, cela va plafonner, voire à un moment donné, les rendements vont nettement diminuer. Et au vu des scénarios climatiques actuels, pourraient diminuer fortement et de manière assez brusque. Fortement et de manière assez brusque parce que la physiologie végétale a ce site spécifique que les rendements augmentent de manière continue jusqu'à un point critique en termes de température. Et il y a un effet de seuil, mais qui peut être sur quelque chose de l'ordre de 0,5 degrés, pas plus, au-delà duquel le rendement, la productivité végétale chute de manière quasi verticale. Et si on atteint ces niveaux de seuil assez régulièrement, nos rendements seront fortement affectés. Outre le fait qu'il n'est pas le tout d'avoir de la masse végétale qui pousse, encore faut-il, par exemple sur les céréales,
ce n'est pas l'herbe que nous mangeons, ce sont les grains. Et il faut-il que la mise en grain, enfin que la production des grains puisse se faire dans de bonnes conditions. D'accord. Et c'est pas toujours le cas? Ou ça sera pas Ce toujours le cas? sera moins le cas. On a eu déjà des pertes de récolte. Alors, il y a évidemment eu des pertes de récolte importantes, notamment au Canada, il y a 2 ans, avec des feux très importants. Mais on peut avoir, alors d'abord des trop de températures qui, à un moment critique du développement de la céréale, voire qui annihilent la production des grains, soit en nombre de grains, soit en masse de grains. Donc on peut avoir des chutes de rendement très importantes. Il faut savoir que le blé, par exemple, la tolérance du blé, ça se tourne autour de 30-33 degrés au mieux. Au-delà, la plante n'est plus capable de fonctionner normalement. Donc, quand les températures, on a une culture hiver, printemps, et que les grains sont pleinement maturés au mois de mai, dessèchent dans les champs au mois de juin, juillet, avant récolte, il n'y a pas de problème. Si on commence à avoir des hautes températures trop tôt, cela peut perturber le cycle de production sur les endroits. Après, si il y a aussi une instabilité climatique qui fait que l'on a des pluies tardives, pareil, il faut que le grain soit sec, sinon il va pourrir sur pied. Donc par exemple, dans le coin ici en Provence, je ne sais plus si c'était l'année dernière, il me semble l'année dernière, nous avons eu beaucoup de champs qui n'ont pas été récoltés parce qu'il y avait eu des pluies de manière inopportune, trop importante au mois de juin, et que donc la production pouvait plus être récoltée. Et on va parler maintenant un petit peu de la croissance démographique, hein, de ce qu'elle était, ce qu'elle devient et ce qu'elle deviendra, et du lien par rapport à l'alimentation pour nourrir tout ce monde. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Le fait est que plus nous sommes nombreux, plus nous sommes dépendants de systèmes de production très intensifs, et ce qui limite donc le champ d'action pour revenir vers des modes de production plus respectueux de l'environnement. C'est toujours une forte ambiguïté. Et là, je me place au niveau mondial. On ne parle pas de niveau national stricto sensu, bien que la France devient, enfin aussi, de plus en plus dépendante aussi d'importation, au niveau différents aliments sur le marché international. Et alors même si actuellement en valeur les importations agricoles, les exportations agricoles sont assez proches de l'équilibre, voire les exportations en valeur légèrement supérieure aux importations, là on parle que des biens agricoles. Si jamais on mettait dans la balance les imports dont nous avons besoin pour faire marcher notre production agricole, donc notamment en termes d'intrants, c'est-à-dire d'engrais, et donc de potassium et de phosphate, en particulier l'azote, on peut le produire plus facilement au niveau national, un peu n'importe où dans le monde, mais aussi de pesticides qui dépendent de grands groupes agrochimiques comme Monsanto Bayer ou Syngenta par exemple. Si on mettait dans la balance ces imports-là, à ce moment-là, effectivement, là en valeur, nos exportations, notre balance commerciale, sur le plan alimentaire, est plutôt négative. Donc c'est un élément sensible. C'est un élément d'autant plus sensible que notre dépendance vis-à-vis du marché international risque d'être, et pour tous les pays du monde, de plus en plus problématique s'il devait, comme ce que nous laissent présager les modèles, il y avoir une chute de la production au niveau international. Et donc, de ce point de vue-là, il est important d'assurer évidemment une souveraineté en termes de production. On ne peut pas s'affranchir du monde extérieur parce qu'il faut exporter pour avoir une monnaie d'échange, pour importer les éléments dont nous avons besoin pour faire fonctionner notre propre modèle. Donc, il ne s'agit pas non plus il ne faut pas rêver d'autarcie en la matière. Donc, il n'y a pas de solution absolument simple ou simpliste. Mais c'est quelque chose dont il faudrait se préoccuper. Et dans cette perspective, une transition démographique
vers un équilibre et pas nécessairement une augmentation continue de la population, et plutôt quelque chose qui serait porteur pour conserver une relative stabilité sociale au sein de nos populations, pouvoir continuer à avoir un modèle qui fonctionne malgré les enjeux. Alors c'est vrai qu'en chiffres, tu le disais, on est passé de 2 milliards au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à peu près à 8 milliards aujourd'hui. C'est quand même 6 milliards de personnes en plus. C'est un fois 4. Voilà. Et la température, elle augmente aussi considérablement. J'ai été surprise de voir que nous étions dépendants d'un port en France. Bon, je ne suis pas du tout une spécialiste du sujet. Il y a des actions qui sont faites en permaculture où ils ont montré que sur une superficie beaucoup plus petite, ils avaient un rendement assez important et très qualitatif. Alors, je ne sais pas si ces choses-là ont besoin de potassium et de phosphate. En tout cas, de pesticides, a priori, très peu. Quelles sont les alternatives possibles ? Je pense qu'il y a un discours qui peut être un peu trompeur sur ces choses-là et qu'il faut vraiment agir de manière pragmatique. La permaculture s'adresse plutôt aux productions de légumes, pas aux grandes cultures de céréales. Et il ne s'agit pas de remplacer. Il nous faut une base de céréales pour nourrir la population. Les légumes, c'est important. On a toujours réussi à avoir des rendements très importants en légumes par unité de surface. Rien de nouveau. Par contre, en circuit court, effectivement, avec des denrées périssables qui donc doivent être consommées rapidement, relativement. Donc, des problèmes de conservation, sauf, transformation, éventuellement conserve, des filières de ce type-là. Donc oui, il y a des choses intéressantes qui se font en permaculture, c'est important, mais ça ne résout pas l'ensemble de l'équation alimentaire. Ouais, la question, c'est la graine, quoi. On a besoin oui, actuellement, dans le système de culture, de la base de céréales qui est la base alimentaire la moins chère que nous sachions produire actuellement. Même si les changements ne vont pas sans problème avec l'augmentation du gluten, qui est une molécule non digestible, mais qui offre surtout l'avantage d'avoir des propriétés mécaniques qui sont utiles à l'agroalimentaire. D'accord. Tu disais les importations de produits agroalimentaires restent un peu inférieures en valeur aux exportations pour la France. Et tu m'as parlé de l'Égypte et des risques de déstabilisation sociale. Tu peux nous en dire un peu plus ? Au moment où je faisais mes études en agronomie, en biologie, en agronomie au milieu des années 90, l'Égypte avait 4 piliers majeurs économiques qui étaient le canal de Suez, les subventions américaines, le tourisme et les exportations de blé. Et c'était un élément très, très, très important. Entre-temps, compte tenu de la population a quintuplé, je pense qu'ils étaient de l'ordre de 20 millions, ils ont passé le cap des 100 millions maintenant, récemment. Du fait de la production qui a aussi pu diminuer du fait de l'expansion urbaine, et de l'explosion démographique, l'Égypte, aujourd'hui, est incapable de subvenir à ses besoins grâce à sa production nationale. Et lorsqu'il y a des tensions sur le marché mondial, ça se reflète tout de suite sur des populations très pauvres, pour lesquelles toute augmentation mineure a une signification réelle en termes de pouvoir d'achat et capacité à se nourrir. J'imagine qu'il n'y a pas que l'Égypte, du coup, qui se retrouve dans cette situation. Alors, il y a quelques années, on a eu des débuts d'émeutes de la faim en raison d'une explosion conjoncturelle du cours du maïs au Mexique. Et ce genre de tension est appelé à s'exacerber, à augmenter dans les périodes à venir dans différents pays du monde. Oui. La polyculture, l'élevage compte tenu des problématiques d'eau, tu penses que c'est quelque chose qui va aussi évoluer, qui a déjà évolué ? Alors, la polyculture, c'est un élément qui est important
Parce que si jamais on veut avoir un amendement, donc un apport d'engrais, la nourriture, enfin la base de la nourriture des plantes, ils ont aussi besoin de minéraux qu'ils prennent dans le substrat du sol quand on ne fait pas du hors-sol. La façon d'apporter de l'engrais naturel, c'est à partir des déjections animales. C'est pour ça que faire de la culture strictement bio, parfois, en l'absence d'apport de proximité, d'élevage de proximité, c'est compliqué dans certains cas. Et c'est un facteur limitant aussi. Donc voilà, donc il ne s'agit pas non plus de proscrire. D'ailleurs, les protéines animales sont importantes pour tout le monde, pour le développement musculaire, mais pour les enfants en particulier. Après, il y a évidemment des questions de proportion. Il ne faut pas, pour moi, tout est question de proportion. Il ne s'agit pas de montrer du doigt et de dire la viande, c'est l'ennemi, le véganisme est la seule voie. Je dirais non, il faut être plus pragmatique et nuancé que cela. Et il faut que les systèmes puissent fonctionner. Ce sont des équilibres dynamiques et complexes. Il n'y a pas de solution absolument simple de ce point de vue-là. Alors, donc, puisque là, je vais revenir sur la France, nous ne sommes pas indépendants, donc on doit importer certaines choses. Est-ce que nous sommes assurés d'importer notre flux de matières premières dans les années qui viennent, compte tenu de l'évolution et de tous les changements ? Comment tu vois les choses, toi ? Le monde est très mouvant actuellement, donc c'est difficile à dire. Je dirais que sur le potassium et le phosphate, plutôt oui, bien que le système ne soit pas durable et que nous sommes quand même notamment pour le phosphate, sur quelque chose que nous minons et qui donc n'est pas une ressource infinie. Le potassium, pour l'instant, il y a différentes ressources dans le monde. Il y a beaucoup dans la mer Morte, qui est exploitée par Israël. Donc ça, c'est une ressource qui, pour le moment, n'est pas appelée à se tarir rapidement. Donc je dirais, sur l'approvisionnement de matières premières pour l'agricole, non. Les grandes entreprises sont Bayer, Monsanto, c'est allemand. Par contre, ça pose un biais dans l'approche objective sur la toxicité des molécules que nous employons. Ah oui, et ça, oui, c'est-à-dire quelle toxicité ? C'est-à-dire qu'il y a un tabou pour approcher, parce qu'il y a un enjeu économique fort, pour approcher le risque sanitaire réel. Sachant que, pareil, c'est quelque chose de complexe, donc il y a une zone grise, mais d'un point de vue de gouvernance, il y a malgré tout un problème parce que les normes internationales établissent que ce sont les entreprises qui sont responsables d'apporter la preuve de la non-toxicité des molécules qu'ils mettent sur le marché. Et à partir de là, ils sont jugés partis, c'est-à-dire qu'ils développent des protocoles expérimentaux, mais ils réfléchissent leurs protocoles expérimentaux de façon à s'assurer autant que possible du résultat. Donc, si on prend le glyphosate. Le glyphosate, si on isole la molécule, elle a une action restreinte parce qu'il lui faut un cofacteur pour entrer dans les cellules. Si on fait une analyse de toxicité en prenant la molécule seule et non pas le cocktail tel qu'il est utilisé, on va arriver à la conclusion que la toxicité est très faible. De même, on ne fait jamais un seul traitement sur les récoltes. On va utiliser des herbicides, on va utiliser des fongicides pour les champignons, on va utiliser des insecticides pour les insectes. Et les études, par ailleurs, en termes de toxicité, ne sont jamais faites sur les cocktails auxquels peuvent être exposés les gens qui vivent près de ces champs, mais uniquement sur les molécules prises une par une. C'est juste anecdotique, mais dans le Var, j'avais un voisin qui était une famille de vignerons. Alors ils épandaient leur insecticide, je pense qu'ils se protégeaient pas vraiment. J'ai rencontré, le fils était un petit peu plus âgé que moi, et ils sont tous morts du cancer.
Il est mort il y a une dizaine d'années. Oui, et puis il y a eu des études qui ont été faites sur les problèmes de santé dus au glyphosate qui sont démontrés, effectivement. Donc, tu le dis bien, les industriels sont jugés partis depuis qu'ils ont la responsabilité de fournir la preuve de la non-dangerosité des produits qu'ils mettent sur le marché. Ils sont très doués pour organiser tout ça et faire passer les choses. Il a été reconduit pour 10 ans, donc Oui, mais à vrai dire, ça met quand même beaucoup de gens en colère aussi. la question alors, le problème, c'est que on montre du doigt une molécule et on oublie un peu les autres. Les néocotinoïdes sont aussi très dangereux, sont des perturbateurs endocriniens, donc qui agissent sur les systèmes hormonaux, mais aussi sur le cerveau. Et en fait, l'un des biais, c'est que finalement, chaque génération de nouveaux pesticides est quasiment, en caricaturant un tout petit peu, plus dangereuse que la génération précédente. Et l'interdiction vise pratiquement à permettre plus rapidement la mise sur le marché de la nouvelle molécule, mais qui n'est pas nécessairement moins, qui est voire éventuellement plus dangereuse que la précédente. Et on reste dans une logique vraiment économique et de fuite en avant, dont par ailleurs on ne sait pas s'affranchir parce qu'on a ce besoin absolu de productivité. Bien sûr, donc là, il y a pas de solution. Là, c'est le tableau noir. Bien, si on voulait réfléchir, il faudrait arrêter cette fuite en avant en disant on va produire toujours plus, réduire nos besoins en organisant une transition démographique et nous poser la question de savoir comment petit à petit on pourrait développer des modèles qui produisent un peu moins, mais c'est une transition qui aurait besoin de se faire éventuellement sur plusieurs décennies ou plusieurs générations. Mais pour le moment, on n'est pas du tout en passe d'amorcer même cette réflexion réellement. Alors, tu m'as parlé de cet écrivain Jean-Baptiste Fressoz, parce que c'est important dans cette situation qui est un peu désespérée, où tu le dis, il faudrait des décennies pour enclencher un nouveau process plus respectueux et changer du système actuel qu'on n'a pas le choix de suivre, sinon c'est la famine assurée. Donc, de quoi il parle, ce Jean-Baptiste Fressoz? Quel est le titre de son bouquin? Parce que c'est chouette de pouvoir donner des références à ceux qui nous écoutent. Jean-Baptiste Fressoz, j'ai plutôt lu des publications, vu qu'il fait aussi des articles sur des thèmes. C'est quelqu'un qui fait des recherches sur des thématiques assez élaborées et qui, de manière assez pragmatique, pose des diagnostics. Et il s'est intéressé en particulier à la transition énergétique et au problème des ressources naturelles, du minage, dont cette mine de lithium qui est d'actualité dans le Massif central. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse chez Jean-Baptiste Fressoz, c'est que nous sommes dans une dynamique qui se rejoint, dans le sens où nous faisons un travail d'investigation et pour arriver ensuite à une publication. Donc il ne s'agit pas de donner des opinions livrées, des premières vérités tous les 4 matins, mais de faire avancer réellement la réflexion pour apporter des éléments construits à la réflexion. Donc c'est ce qui m'intéresse chez Jean-Baptiste Fressoz, c'est dans la démarche, sachant que individuellement, nous avons besoin de plus de gens qui ont une approche de ce type-là, sachant que chacun, pris individuellement, ne peut pas traiter de tous les sujets. Il faudrait qu'il y ait plus de personnes qui puissent avoir le temps. Alors, ce n'est pas toujours très simple, parce qu'il faut soit avoir un financement pour le faire, soit prendre énormément sur soi et sur son temps et son argent pour le faire éventuellement. Donc c'est compréhensible qu'il n'y ait pas non plus tant de travaux que cela. Mais je pense que lorsque c'est le cas, c'est important de le souligner. Donc, tu dis qu'au lieu de fantasmer sur un monde zéro carbone en 2050, sur les enjeux de la décarbonation, il faudrait peut-être davantage parler de décroissance matérielle. Ici, à Zinzine, c'est quelque chose c'est vraiment un sujet qui nous intéresse, on en parle beaucoup. Du coup, ça passe par quoi? Quel processus, la décroissance matérielle?
Et quelles sont les bases pour que ça puisse prendre, puisque c'est comme créer un nouveau chemin quelque part. Je ne m'approprie pas le terme de croissance et je ne m'approprie pas le terme de décroissance. Je pense pour moi ce n'est pas l'enjeu. Par contre, nous aurions besoin d'un modèle économique et politique et de paradigmes différents, et donc une approche systémique qui permette de définir un modèle différent et dans lequel l'amélioration des conditions de vie des populations, qui passe par l'économie, la façon dont on veut construire notre économie est déjà un projet politique en soi. Mais nous avons absolument besoin d'un modèle de ce type. Par contre, il est effectivement impératif que le modèle économique, la façon dont nous structurons nos systèmes de production, soit découplé de la croissance démographique et soit découplé de la production énergétique. Ceux qui ne sont pas dans les modèles tels qu'ils sont promus au niveau politique actuellement, en France et ailleurs. Et pour quelles raisons, du coup ? Parce que nous avons alors, je n'ai pas de réponse absolue. Je pense qu'il y a des réflexions éventuellement politiques, sociopolitiques ou économiques, des personnes qui ont réfléchi sur le sujet, mais il me semble qu'il y a une volonté de ne pas changer ce qui semble marcher, en tout cas pour des élites en place. Et c'était assez bien résumé par une intervention de Emmanuel Macron qui disait « Nous allons, je ne me rappelle plus quels étaient ces termes exacts, mais prendre à bras le corps le changement climatique », et qui dans la phrase suivante, en s'adressant au tissu économique français, disait « Ne vous inquiétez pas, nous ne changerons rien ». Bon, c'est pas surprenant en soi, mais ça fait pas avancer le schmilblick, quoi. Voilà, alors sachant que si on veut changer les choses, on ne peut pas se contenter de mesurettes, il faudrait pouvoir réfléchir un système dans son ensemble et son fonctionnement. Donc avec tous les jeux de dominos et d'interrelations qu'il peut y avoir. Donc ce n'est pas une réflexion à mener par une personne isolée, il faudrait qu'il y ait une véritable réflexion pluridisciplinaire et voir un modèle qui puisse être élaboré et promu au niveau mondial, sachant que pour le moment, nous sommes très dépendants des modèles développés par les grandes universités américaines. D'accord, c'est elle qui propose, qui serait le plus proche d'éventuelles solutions d'avenir ? Pour l'instant, je pense absolument pas. Mais ce sont elles qui, jusque récemment en tout cas, et encore actuellement je pense, établissent les grandes doctrines au niveau mondial. Qui prennent davantage soin de la santé, de la manière de nourrir l'être humain à l'avenir ou autre chose ? Je parle du paradigme du modèle économique dominant. Actuel. D'accord. Mmh. Et quel serait le nouveau paradigme si au niveau mondial, il y avait un accord pour que ça change ? C'est juste parce que dans ma tête, c'est vraiment pas clair et j'aimerais que tu me fasses un dessin, en fait. Je ne sais pas si c'est possible, hein. Bien sûr, tu fais ce que tu peux. J'aurais bien des idées pour contribuer à la réflexion, établir un modèle de manière construite, systémique et complète. Je sors clairement de mon champ de compétences, je pense. Et d'ailleurs, je dirais que aucune personne sur cette planète n'aurait la compétence nécessaire pour définir entièrement seul un modèle de ce type-là. Ça demande évidemment compromis, une réflexion sur les grands équilibres. Maintenant, dans notre modèle actuel, on a, même dans les systèmes ultralibéraux, il y a des systèmes de taxation et de subvention qui font qu'on oriente les choses quand même d'une certaine façon. Il y a des lobbying financiers très importants qui interviennent aussi dans la manière dont ces choses sont orientées et qui ne sont pas toujours les plus heureuses du point de vue du bien-être commun et de l'avenir de l'humanité. Est-ce que tu as un exemple ? Tu penses à quelque chose quand tu dis ça ? Je pense en particulier au fait que pour permettre la compétition mondiale des lignes aériennes, le fuel pour les avions n'est taxé dans aucun pays, à ma connaissance, sachant que s'il devait être taxé, enfin, aucun pays, en tout cas, qui a une compagnie aérienne. Parce que si on fait ça, on tue immédiatement notre compagnie aérienne. Ce qui fait que, alors qu'on n'a pas cette contrainte,
sur l'énergie payée par le train, par exemple, par le ferroviaire. Et donc, ce qui permet d'avoir... alors, il y a cet aspect-là, et il y a l'autre aspect qui est que pour qu'une compagnie aérienne conserve une ligne, il faut qu'elle vole régulièrement, y compris si jamais c'est vide, ce qu'on a eu pendant la période Covid. Et donc, on se retrouve avec des places, enfin, défiant toute compétition, y compris du fret de marchandises qui traverse le monde entier à des coûts cassés parce que cette logique économique permet cela. Mais en termes de bilan carbone, en l'occurrence, c'est totalement inique et ça ne devrait pas être. Et il n'est pas sûr que ça dure si longtemps que ça, puisque le résultat de ce bilan est catastrophique. J'aimerais qu'on parle un peu du citoyen face à cette crise climatique, aux enjeux sur la sécurité alimentaire et l'eau. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce qui est possible? Parce que c'est vrai que finalement, c'est pas très joyeux finalement. C'est un sujet grave et on voit que les solutions, pour l'instant, elles sont pas en faveur d'un mieux vivre, mieux consommer. Et c'est ça qui est difficile. À titre individuel, on peut faire des petites actions vertueuses, entre guillemets. Et c'est très bien, comme le fait de ne pas prendre systématiquement sa voiture pour des petits trajets, de faire parfois à pied ou à vélo lorsque c'est possible, de prendre le train plutôt que l'avion, de faire un peu attention à son alimentation et à ce que l'on achète, pour peu qu'on ait la chance d'avoir cette marge de manœuvre en termes économiques, parce que tous les citoyens ne sont pas égaux d'un point de vue de ressources monétaires. Mais notre empreinte environnementale restera toujours trop importante et nos choix seront toujours limités par l'offre de services politiques, en termes de services publics ou privés. Et c'est là où on ne peut pas se passer de l'action publique et des choix et des arbitrages peuvent être faits. Alors on peut à la marge essayer d'influer politiquement. Il ne s'agit pas non plus d'être dans un extrémisme environnemental en oubliant toutes les autres dimensions, parce que je sais, il y a des arbitrages parfois qui sont complexes qu'il convient de faire. Mais ce niveau politique et complémentaire est extrêmement important pour permettre aussi aux citoyens d'avoir plus de marge de choix. On parle en termes d'émissions de carbone du fait d'émettre moins de 2 tonnes de carbone pour un citoyen sur un an. L'empreinte carbone de l'État, des services publics, divisé par le nombre de citoyens français, est déjà égal à la limite de ce qu'on voudrait atteindre. Donc en termes d'équation, on n'y est pas. On continue à augmenter notre consommation énergétique, alors que si bien que les investissements dans les ressources renouvelables ne permettent pas de réduire les émissions carbonées liées aux besoins d'émissions des centrales thermiques. Enfin, on a le nucléaire en France. Dans l'augmentation de la production nucléaire va se heurter dans les années à venir au problème que on va avoir moins d'eau en été dans les fleuves et on a déjà eu au cours d'épisodes estivaux extrêmes des moments où on a dû mettre des centrales à l'arrêt. C'est une situation complexe aussi qui évolue. Il faut que les politiques soient capables d'anticiper aussi les situations futures, sachant que on s'oriente vers une situation où on va avoir beaucoup plus de demandes d'électricité en été liées à la demande de climatisation, donc une consommation énergétique beaucoup plus importante à un moment donné où on aura beaucoup moins d'eau dans nos fleuves du fait des températures ambiantes, mais aussi du fait de la réduction du manteau neigeux en période hivernale. Donc ce sont des équations qui ne vont pas être simples non plus à résoudre et qu'il conviendrait d'anticiper correctement. Et il ne s'agit pas juste de construire des barrages. Il s'agit vraiment de réfléchir aussi à notre consommation, y compris à notre façon de construire les logements pour avoir le moins possible besoin de climatisation. Donc la piste du nucléaire qui est soutenue en France, c'est vrai qu'elle est complexe, puisque d'abord elle réchauffe les eaux. Ils vont être obligés de les fermer par manque d'eau, ou alors ça va entraîner une consommation énergétique dingue.
Donc, c'est complexe. Alors, 2 mots sur les projets tanks, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne doivent pas connaître ça. Et puis, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va ensuite embrayer sur la question de l'eau et puis les démarches locales. Le projet Tank, c'est un projet soutenu par un certain nombre de grandes entreprises, mais qui a une vocation essentiellement sociale, des populations en difficulté, des enfants, donc des grandes entreprises comme Danone qui apportent des financements pour soutenir différents projets. Donc, différentes organisations peuvent soumettre aussi des projets et obtenir un soutien par ce biais-là. C'est une petite plaisanterie, mais ça me fait penser un peu au greenwashing. Tu vois, ceux qui produisent du plastique et puis... Il y a un côté de ce type-là. Alors, après, il ne faut pas tout rejeter, mais évidemment, il y a un avantage fiscal et un intérêt de communication important pour les grandes entreprises. Après, tant mieux si malgré tout, ils remettent un peu d'argent dans le circuit sur des choses aussi utiles que possible. En termes de vision globale, ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus satisfaisant, sachant qu'il ne s'agirait pas non plus que cela permette une démission à nouveau du politique sur un certain nombre de sujets. Sur la question environnementale, je voulais revenir sur le fait que sur le changement climatique, il n'y a actuellement pas au niveau international de prise à bras le corps du sujet, et donc la pratique est de dire on fera une transition et on ira vers le zéro carbone plus tard. Donc au départ, c'était 2020, maintenant c'est 2030. Et en attendant, chaque année, on continue à augmenter les émissions. Comment on passera d'un coup en 2030 à une chute drastique? Il y a une espèce de croyance dans la technique en disant il y aura un basculement qui se fera parce que des techniques seront mûres et ça ira d'un coup. Ça relève un peu de la croyance en la sorcellerie ou comme certains politiques croient dans ce qu'ils appellent la science, parce qu'ils ne comprennent pas ce dont ils parlent et ils oublient que la science n'est pas un objet de croyance, mais c'est une méthodologie. Mmh. Et donc on applique la méthode ou on ne l'applique pas, mais ce n'est pas quelque chose en lequel on croit. En tout cas, il risque d'y avoir quand même une baisse démographique liée à la maladie. Non, absolument pas, sachant que les plus grandes épidémies ont un impact relativement, qui n'est pas majeur. Il y a eu des épidémies très importantes au Moyen-Âge qui étaient concomitantes de problèmes de nutrition très importants, en général de mauvaises récoltes, et de mauvaises conditions sanitaires. Donc avec à ce moment-là, un ralentissement pour le moins de la démographie, voire une chute démographique momentanée. On n'en est pas du tout dans ce contexte-là, et il serait un peu fallacieux, comme certains le font, de prétendre que finalement on n'a pas besoin de s'occuper de la démographie parce que les maladies ou la guerre feront leur œuvre. Je trouve ça assez violent et pour le coup en termes de démission politique, c'est absolument inaudible. Ça ne devrait pas pouvoir être accepté. Je rappelle aussi que dans le cas de la guerre d'Afghanistan, au début de la guerre, vers 77, 8 millions d'habitants. Fin de la guerre, il y a eu au moins 1,5 million d'Afghans tués. On était à plus de 20 millions. Et puis, ça a continué à augmenter après, malheureusement sur des ressources aussi très restreintes, ce qui ne va pas sans poser de problème. Donc, du point de vue français, ce n'est pas le principal enjeu, mais nous avons tout intérêt, je pense, par rapport à nos problèmes de souveraineté nationale, de ressources en eau et alimentaire, à ne pas augmenter drastiquement notre population. Toutes les régions françaises ne sont pas sur un pied d'égalité. En Provence, nous avons la chance d'avoir les Alpes qui sont assez hautes, contrairement aux Pyrénées, qui sont plus mal loties et donc avec des précipitations plus importantes. Mais malgré tout, un problème d'approvisionnement qui va se poser lorsque le manteau neigeux va quand même finir par diminuer. Et donc, on aura moins d'approvisionnement en eau, donc dans la Durance en particulier, en période estivale, en été. Il faudra essayer de voir comment on peut faire. Pour ce qui est du nucléaire, moi je pense que c'est, par rapport au changement climatique, c'est absolument nécessaire.
Mais il faut savoir que pour avoir une centrale nucléaire, il faut avoir de l'eau pour refroidir les réacteurs, sinon on ne sait pas faire. Et que donc, on n'a pas la possibilité d'augmenter réellement ou outrancièrement le parc nucléaire en France, outre le fait que la compétition mondiale, la géopolitique font que nos sources d'approvisionnement pourraient être plus compliquées dans les décennies à venir. Tout à fait, il y a quand même certains pays, dont l'Allemagne, qui a décidé d'interrompre... Oui, mais ça c'était une question purement de politique intérieure d'Angela Merkel, qui est une opportuniste, qui n'a jamais cru en quoi que ce soit, pour le coup, et qui, en même temps, a fait un ralliement des partis écologistes en leur vendant la sortie du nucléaire, et un cadeau au patronat allemand en leur vendant la réouverture massive de mines et de centrales thermiques. Alors, on va clôturer cette émission. Merci infiniment, Julien, de tout ce que tu as pu nous éclairer. Je mettrai sur le site de Radio Zinzine des liens de tes nombreux articles et de l'auteur dont nous avons parlé. Et puis, on se dit à la prochaine fois. Donc, ça sera à la rentrée en septembre où je vais accueillir Lucia, qui va venir nous parler de sa transformation en tant que trans. Et la programmation continue sur Radio Zinzine 88.1. À très bientôt, bye bye.